Cachés sous les collines paisibles d'Europe, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, longtemps oubliés, scellés par les combats et engloutis par la nature, refont surface. C'est un complexe militaire qui protégeait Adolf Hitler. On s'attendait à trouver une sécurité comme celle-ci. À la tanière du loup d'Hitler, le froid ne venait pas de l'air, mais de ce que l'histoire a laissé derrière elle. Des ruines de la chancellerie du Reich aux forteresses souterraines restées intactes, ces lieux résonnent d'échos étranges, presque irréels, venus du passé. Quels autres secrets dorment encore dans l'ombre? Plongeons ensemble dans ces bunkers de la Seconde Guerre mondiale, longtemps perdus, et enfin, retrouvés. Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale à Canford Cliffs. Creuser dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement pour les amateurs de manuels. C'est comme ouvrir une capsule temporelle pleine de secrets poussiéreux, d'histoires étranges et de moments qui vous font dire « Attendez, ça s'est vraiment passé ?» Si vous vous promenez dans les coins tranquilles du Dorset et du Hampshire, au Royaume-Uni, vous marchez sur une terre qui vibrait autrefois de la tension et de la résilience de la Grande-Bretagne en temps de guerre. L'une des découvertes les plus surprenantes et cool de cette région, un abri anti-aérien oublié, niché à Canford Cliffs. Oui, juste entre Bournemouth et Poole. Et tenez-vous bien, il se cache en plein jour. Cette pièce d'histoire de la Seconde Guerre mondiale est littéralement à côté d'une aire de jeu, dans un quartier ordinaire. Imaginez pousser votre enfant sur une balançoire, tout en étant à quelques mètres d'un tunnel qui a autrefois sauvé des vies. À première vue, on dirait un mur de béton bas, probablement conçu pour arrêter les inondations. Mais entrez, et vous vous retrouvez soudain dans un passage étroit, qui s'ouvre sur une chambre avec 3 rangées de bancs longeant les murs. C'est compact, un peu étrange, et ça pouvait accueillir environ 60 à 80 personnes à l'époque. Ce n'était pas du luxe, c'était de la survie. Le genre d'endroit où les voisins serraient des radios, les enfants s'accrochaient à leurs ours en peluche, et tout le monde espérait que les bombes ne frapperaient pas trop près. Et des bombes, il y en avait souvent. Bournemouth a été touché par environ 50 raids de bombardement pendant la guerre. Plus de 2000 bombes ont plu, transformant des parties de la ville en ruines. Cet abri de Canford Cliffs a probablement vu plus d'action que n'importe quel livre d'histoire ne le dira jamais. Les sirènes hurlaient au-dessus, et les gens s'y précipitaient, attendant la fin du cauchemar. Pour vous donner une idée du danger réel, un hôtel à seulement 160 mètres de l'abri a été complètement détruit par une bombe allemande. C'est à peine 2 terrains de football. Il y a aussi un souvenir local puissant lié à cet endroit. Un reportage a rappelé un garçon qui vivait à proximité. Son école a été bombardée pendant la nuit, rasée. Mais au lieu de s'effondrer, lui et ses camarades ont fait ce que les enfants font de mieux. Ils ont transformé les décombres en chasse au trésor, ramassant des morceaux d'avions Messerschmitt allemands tombés comme d'étranges souvenirs du chaos. Vous pouvez presque les imaginer assis dans cet abri, les genoux contre la poitrine, attendant le signal de fin d'alerte. Aujourd'hui, ce bunker oublié est plus qu'un simple tas de briques et de bancs. C'est un témoin silencieux d'une époque terrifiante. Une pièce d'histoire qui parle fort, si vous savez où regarder. Et en parlant d'histoire cachée, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, car plus tard dans cet épisode, nous déterrons un bunker perdu de la Seconde Guerre mondiale qui bouleverse tout ce que vous pensiez savoir. Bunker Régal, Bał, 502. Quelque part en Pologne, niché entre les paysages calmes d'aujourd'hui et le chaos d'hier, se trouve une relique de béton vieilli comme un décor de film de guerre mis sur pause. Construit en 1939 dans le cadre du mur de Poméranie de l'Allemagne, en gros leur version d'un immense panneau « Défense d'entrée », c'était l'un des nombreux bunkers destinés à protéger les frontières de la Prusse orientale. Mais contrairement à la plupart des ruines de guerre qui ressemblent maintenant à des tas couverts de mousse, celui-ci est étrangement bien préservé. Pensez moins à une épave post-apocalyptique, et plus à une capsule temporelle avec des murs qui pourraient encore gagner un combat à main nue. Entrez, et vous trouverez des éléments d'époque intacts, d'une coupole d'observation ultra rare à un système d'entrée à sas à gaz qui semble tout droit sorti d'une salle d'évasion de la guerre froide. Pendant des années, cet endroit était caché sous des couches de terre et d'histoires oubliées, comme une relique poussiéreuse dans le grenier de grand-mère. Grâce à des passionnés de préservation, le bunker est maintenant ouvert au public et ce n'est pas juste une coquille vide.
Une pièce a été soigneusement restaurée pour ressembler exactement à ce qu'elle était pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'une autre offre une expérience multimédia complète. Lumière, son et juste assez d'ambiance pour vous donner la chair de poule. À proximité, il y a même un mini-bunker avec un nid de mitrailleuse, parce qu'apparemment un bunker ne suffisait pas pour ce buffet d'histoire. Alors que d'autres bunkers Regalbo 502 ont été rasés par des bulldozers et des nouveaux immeubles, celui-ci se dresse, fier et effrayant, comme un rare survivant de son époque. Que se passe-t-il quand on mélange la paranoïa de la guerre froide, du béton et des décennies de silence? Un bunker fantomatique figé dans le temps, quelque part dans les bois près de Bratislava, il y a un bunker qui semble avoir pris une retraite anticipée de la vie militaire pour devenir une installation artistique couverte de mousse. Il se préparait autrefois à la guerre. Maintenant, il se contente d'accueillir des touristes avec des lampes de poche et de la curiosité. Construit au milieu des années 1930, à une époque où les films en noir et blanc étaient encore à la mode et où le monde glissait vers le chaos, ce morceau d'ingénierie militaire tchécoslovaque était conçu pour être un gardien de première ligne. Ce n'était pas juste un bunker, c'était une partie d'une stratégie défensive entière destinée à protéger la frontière avec l'Autriche, alors que l'ombre de l'Allemagne nazie commençait à s'étendre sur le continent. Imaginez une carapace de tortue en béton, armée jusqu'aux dents, occupée par 21 soldats et prête à affronter l'impensable. À l'époque, ce bunker était équipé de mitrailleuses lourdes et d'une mission, tenir la ligne. C'était l'un des nombreux maillons d'une chaîne fortifiée, comme une rangée de dominos qui, heureusement, n'a jamais été poussée. Certains de ces bunkers ont depuis été restaurés et transformés en musée, mais pas BS3. Celui-ci a été abandonné au temps, à la mousse et à la nature. Aujourd'hui, c'est un fantôme dans les bois. Ces murs de béton sont fissurés comme un vieux trottoir après trop d'hiver, et la forêt l'a complètement revendiqué. Du lierre s'infiltre, des racines percent, des arbres poussent autour comme s'ils montaient au lagarde depuis toujours. Y accéder n'est pas vraiment une promenade du dimanche. Le voyage ressemble à une mini-quête. Vous commencez près du pont La Franconie, puis suivez un sentier de randonnée longue distance jusqu'à ce que vous passiez en mode explorateur et vous enfonciez dans les bois. Il n'y a ni panneau, ni indication, juste vous, les arbres et un sentier qui peut ou non exister encore. En chemin, si vous êtes chanceux ou persistant, vous tomberez sur d'autres bunkers abandonnés, comme BS de Mulda, cousins effondrés de BS3 qui formaient autrefois un réseau de défense soudé. La partie étrange, aucun de ces bunkers n'a jamais servi à ce pourquoi il a été construit. La guerre pour laquelle ils étaient en fait les a tout simplement contournés. Tout ce béton et cette préparation, jamais testés, jamais utilisés dans la colère. Maintenant, BS3 est là, respirant doucement à travers les fissures du béton, plongé dans le silence. Forteresse de Hanstholm, éparpillées comme des pièces d'échecs oubliées sur la côte accidentée du nord du Danemark. Plus de 450 bunkers gisent enfouis dans les dunes de sable et émergent de la terre balayée par le vent. Ce n'est pas juste un cimetière de reliques de guerre au hasard, c'est ce qui reste de la forteresse de Hanstholm, une ancienne place forte de l'infâme mur de l'Atlantique nazi. Au début des années 1940, les nazis ne construisaient pas seulement pour se défendre, ils construisaient pour intimider. Et Hanstholm, c'était l'un de leurs joyaux. Cette bête côtière était conçue pour contrôler le détroit vital de Skagerrak, la porte entre la mer du Nord et la Baltique. En gros, si les navires alliés voulaient dépasser, ils devaient se faufiler entre le Danemark et la Norvège, directement dans les griffes de Hanstholm et de sa jumelle, la forteresse de Vara, de l'autre côté de l'eau. Armée de 4 canons colossaux de 38 cm, du même type que ceux des cuirassés allemands, cette forteresse pouvait lancer des obus de la taille de petites voitures à des kilomètres en mer. Ce n'était pas seulement la puissance de feu qui rendait cet endroit terrifiant, c'était une véritable ville militaire. La construction a commencé en 1942 et à mesure que la guerre s'éternisait, Hanstholm est devenu l'un des endroits les plus fortifiés de tout le Danemark. On parle de lance-roquettes, de batteries anti-aériennes et d'un labyrinthe de bunkers souterrains si profonds et vastes qu'ils avaient leur propre système ferroviaire pour transporter les munitions des entrepôts aux canons. Certains bunkers étaient même équipés de mortiers automatiques M19, des machines mortelles capables de cracher 120 coups par minute. Si vous essayez de débarquer des troupes ici, bonne chance. Cela aurait été comme attaquer un nid de frelons en béton. Aujourd'hui,
Hans Stolm est coincé quelque part entre le passé et le présent. Des parties de la forteresse ont été nettoyées et transformées en musée où les visiteurs peuvent parcourir les bunkers originaux et voir du matériel de guerre presque trop parfaitement préservé. Bunker Valentine. Le bunker Valentine n'est pas juste un morceau de béton abandonné. C'est l'une des capsules temporelles les plus glaçantes de l'ambition nazie en temps de guerre. Il projette encore une ombre sur les rives de la rivière Weser. À première vue, on dirait un décor de jeu vidéo, post-apocalyptique, massif, fissuré et étrangement silencieux. Mais en creusant, vous découvrez un sombre héritage bâti sur le désespoir, la domination et des milliers de vies volées. Construit entre 1943 et 1945. Ce chantier naval sous-marin colossal était destiné à produire en masse les infâmes sous-marins type 21. Des engins de haute technologie qui auraient pu changer l'équilibre dans la bataille de l'Atlantique. Ce n'étaient pas des sous-marins ordinaires. Ils étaient conçus pour se faufiler à travers les patrouilles alliées comme des fantômes, coupant les lignes d'approvisionnement vitales et prolongeant la guerre. Et l'échelle, absolument ahurissante. On parle de 426 mètres de long, près de 100 mètres de large, avec des murs de plus de 4,5 mètres d'épaisseur, plus épais que certains immeubles d'appartements modernes. À l'époque, c'était le plus grand bunker autonome d'Allemagne, une mégastructure qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une usine. Mais malgré toute sa force brute, aucun sous-marin n'a jamais quitté sa chaîne de montage. Car l'histoire de Valentine n'est pas seulement celle d'une prouesse militaire, c'est celle d'une immense souffrance humaine. La construction a été menée par du travail forcé et plus de 12 000 personnes, y compris des prisonniers de guerre, des civils et des détenus de camps de concentration, ont été poussés à bout. Ces hommes ont été travaillés jusqu'à la mort dans des conditions cauchemardesques. Rations de famine, température glaciale, punition brutale et aucun soin médical. On estime que 1600 personnes sont mortes avant même que l'endroit ne soit terminé. En avril 1945, alors que les Alliés se rapprochaient, des bombardiers britanniques ont déchaîné l'enfer sur le site, perçant un trou dans la structure inachevée. La guerre s'est terminée avant qu'un seul sous-marin ne puisse être lancé. Et le projet, comme tant de visions grandioses d'Hitler, s'est effondré sous le poids de sa propre cruauté. Après la guerre, les autorités ont débattu de ce qu'il fallait faire de ce géant de béton. Le faire exploser a été envisagé, mais sa taille énorme et sa proximité avec des habitations rendirent cela bien trop risqué. Imaginez laisser tomber un rocher d'une mégatonne au milieu d'un quartier. Alors, les Alliés l'ont utilisé pour des tests de bombes, et dans les années 1960, la marine allemande a brièvement réutilisé des sections pour du stockage. Ce n'est qu'en 2010 que le site a enfin pris une nouvelle mission, celle du souvenir. Aujourd'hui, le bunker Valentine est un mémorial public, avec un chemin de promenade de 1,5 km serpentant à travers ses vestiges usés. Le long du chemin, les visiteurs rencontrent 25 stations historiques avec des photographies puissantes, des témoignages glaçants de survivants et des expositions immersives qui donnent vie au passé brutal du bunker. La batterie Oldenberg. Elles ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction dystopique. 2 énormes dalles de béton s'élevant de la côte française, cachant des secrets d'une guerre qui a presque déchiré le monde. Juste à l'est de Calais, émergeant de la côte française comme une paire de géants de béton, se trouve l'un des vestiges les plus intimidants du mur de l'Atlantique d'Hitler. On l'appelle la batterie Oldenberg, mais les locaux la surnomment souvent l'Ulan Rouge. Ce bunker d'artillerie imposant a été construit en 1940, dans le cadre de l'opération Seleuve. Le plan ambitieux est finalement abandonné de l'Allemagne pour envahir la Grande-Bretagne. Au début, l'installation était assez simple. 2 énormes canons de fabrication russe posés à l'air libre, exposés aux éléments comme des barbecues de jardin, mais bien plus mortels. En 1942, les Allemands ont décidé de passer au niveau supérieur. Ils ont enfermé les canons dans des casemates en béton armé épais, les transformant en bunkers semblables à des forteresses que vous pouvez encore visiter aujourd'hui. Chacune s'étend sur 35 mètres de long et s'élève à 15 mètres de haut. En gros, imaginez empiler 5 girafes les unes sur les autres et ajouter un manteau de ciment. Ces bêtes n'étaient pas placées au hasard non plus. Leur emplacement était soigneusement calculé pour couvrir une large partie du détroit de Douvres. Une étendue de mer si férocement disputée pendant la guerre qu'elle a gagné le surnom de Hellfire Corner. C'était comme l'autoroute de l'artillerie,
avec des obus volant si souvent qu'on aurait cru l'heure de pointe dans l'Apocalypse. Les canons eux-mêmes avaient une histoire digne d'un film de guerre. Capturés aux Russes pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été dépoussiérés, rechambrés de 255 mm à 240 et relookés à l'allemande par les gens de Krupp, le même géant industriel derrière beaucoup de machines de guerre du Reich. Chaque canon pouvait lancer un obus de 150 kg à près de 30 km. C'est comme jeter un piano d'une ville à une autre. Bien que ces canons ne pouvaient pas tout à fait atteindre le continent anglais comme certaines batteries plus grandes, ils jouaient un rôle crucial en protégeant les voies maritimes et en terrifiant quiconque naviguait à proximité. Mais voici le twist. Ces bunkers n'étaient pas juste une question de force brute. Ils étaient de petites villes avec des baraquements, des dépôts de munitions et même un hôpital qui, étrangement, était décoré de fresques peintes. De l'art-thérapie peut-être pour les soldats coincés dans le béton. En 1944, toute cette puissance de feu s'est révélée complètement inutile. Avec les canons pointés vers la mer, les Allemands ont été pris par surprise par une attaque terrestre. Quand la 3e division canadienne a envahi Calais, les défenses de la batterie auraient aussi bien pu être en fromage suisse. Aujourd'hui, ces structures massives dominent encore la côte, figées dans le temps comme des sentinelles oubliées. La base de sous-marins de Saint-Nazaire. Imaginez un monstre de béton assez grand pour abriter des sous-marins, des boulangeries et même un hôpital. Bienvenue à la base de sous-marins de Saint-Nazaire. Nichée le long de la côte atlantique française, cette bête a été construite par l'Allemagne nazie en un sprint effréné de 16 mois entre 1941 et 1942. Pensez-y comme à une chambre forte industrielle pour les sous-marins allemands. C'est énorme. On parle de plus de 300 mètres de long, 130 mètres de large et aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Si vous alignez 5 terrains de football côte à côte, vous commenceriez à avoir une idée. Et le toit, c'est comme une armure de forteresse, près de 10 mètres d'épaisseur, fait de béton, de granit et de poutres d'acier. La base comptait 14 hangars à sous-marins, les 8 premiers servant de cale sèche où les équipages allemands des U-Boot préparaient leurs prédateurs sous-marins. Mais ce n'était pas juste un garage géant pour machines de guerre, c'était une ville flottante. À l'intérieur, il y avait des ateliers, des dépôts de munitions, des dortoirs, un hôpital, des restaurants et même des boulangeries. Parce qu'apparemment, on ne peut pas partir en guerre sans du pain frais. En 1943, ils ont ajouté un système d'écluses fortifiées pour aider les sous-marins à passer en toute sécurité entre la base et la rivière Loire, tout en esquivant les tirs ennemis. L'ensemble était hérissé de canons anti-aériens, de nids de mitrailleuses et de mortiers. C'était comme un porc-épic en béton, pratiquement intouchable depuis les airs. Et pourtant, malgré toute cette puissance, l'étendue réelle de sa puissance de feu reste un peu mystérieuse. Certains disent qu'elle aurait pu servir de force de défense pour une petite ville. Aujourd'hui, la base de sous-marins de Saint-Nazaire est toujours debout, massive, silencieuse et inquiétante. Les visiteurs peuvent désormais explorer ces couloirs résonnants, entrer dans ces hangars à sous-marins étranges et même grimper sur le toit pour des vues panoramiques sur le port et l'estuaire. Bunker de Calais. Perchée sur les falaises balayées par le vent de Cap Griné en France, cette batterie d'artillerie côtière massive n'est pas juste un bunker. C'est une forteresse de niveau boss de la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1942 par l'infâme organisation Todt, cette bête faisait partie du soi-disant mur de l'Atlantique d'Hitler, une ligne défensive destinée à tenir les forces alliées à distance. Au cœur du site, 4 gigantesques canons fabriqués par Krupp, chacun mesurant 380 mm. En gros, c'étaient les lance-roquettes de leur époque. Ces monstres pouvaient lancer des obus à plus de 55 km, assez loin pour atteindre l'autre côté de la Manche. C'est comme lancer un coup de poing à travers la mer. Chaque canon était niché dans une forteresse de béton, avec des murs et des toits de plus de 3 mètres d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur d'une maison à un étage. Les avions alliés ont essayé de le bombarder pour le soumettre, mais l'endroit était pratiquement la version de guerre d'un tank. Il a fallu attendre fin septembre 1944 pour que les forces canadiennes prennent enfin le contrôle du site après une attaque terrestre complète. Initialement nommée Siegfried, la batterie a ensuite été renommée en l'honneur de Fritz Todt, l'ingénieur préféré d'Hitler et le cerveau derrière une grande partie de la machine de guerre nazie. L'importance du site n'était pas seulement symbolique, elle était stratégique. Les canons tiraient jusqu'à une douzaine de fois par jour, pilonnant les navires alliés et les cibles côtières.
Mais voici la partie folle. Toute l'installation était équipée d'un camouflage de haut niveau. On parle de fausses fermes, d'arbres peints et de déguisements astucieux qui la faisaient se fondre dans la campagne. Même Hitler, Rommel et Göring sont passés pour une visite. Juste pour vous donner une idée de l'importance qu'ils accordaient à cet endroit. Aujourd'hui, l'une des énormes casemates en béton a été transformée en musée du mur de l'Atlantique. Un musée qui plonge profondément dans l'histoire déchirée par la guerre du site. Parmi les points forts, un rare canon ferroviaire K5, des artefacts de guerre et des systèmes de bunkers originaux que vous pouvez encore explorer. Vous verrez même d'anciennes voies ferrées autrefois utilisées pour transporter des munitions lourdes. Les visiteurs peuvent aujourd'hui errer dans les ruines hantées, jeter un œil sur la Manche depuis son point de vue panoramique et ressentir de manière glaçante à quel point l'Allemagne nazie était sérieuse à l'idée de tenir ses positions. Bunker de la chancellerie du Reich. Le bunker de la chancellerie du Reich, mieux connu sous le nom de Führerbunker, est comme l'ultime cachette qui n'a pas pu échapper à son sombre destin. Cachée profondément sous la grandiose chancellerie du Reich à Berlin, cette forteresse souterraine était l'endroit où Hitler et son cercle rapproché ont pris leur dernier refuge pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas été construit du jour au lendemain. Le bunker a commencé sa vie en 1936 en tant que Führerbunker, puis a été agrandi en un complexe souterrain beaucoup plus vaste en 1944. Pensez-y comme à l'ajout de niveaux supplémentaires à un sous-sol ultra sécurisé quand les choses commencent à mal tourner. En janvier 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochèrent de Berlin, cet endroit est devenu le dernier refuge des nazis. Niché à 8,53 mètres sous terre, il comptait 17 pièces renforcées, y compris les quartiers personnels d'Hitler, des salles de conférence et même un système de ventilation conçu pour survivre aux bombardements alliés. Mais aucune sécurité ne pouvait cacher la vérité. Hitler et son équipe étaient acculés. Le bunker semblait un mélange étrange de luxe et de fatalité. Tapis coûteux, œuvre d'art du Reich, et le précieux portrait de Frédéric le Grand d'Hitler décoraient les couloirs mornes. Mais l'atmosphère était tout sauf calme. C'était comme vivre dans un manoir dont tout le monde savait qu'il s'effondrerait tôt ou tard. Le 30 avril 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochaient, Hitler et Eva Braun se sont suicidés dans ces murs. Joseph Goebbels et sa famille ont suivi le lendemain. Après la guerre, la chancellerie a été détruite par les forces soviétiques et le bunker a été essentiellement enseveli. L'Allemagne ne voulait aucun rappel de ce chapitre sombre. Alors il est resté sans marquage jusqu'en 2006, quand une petite plaque discrète a été placée sur le site, maintenant juste un parking ordinaire. Bunker top secret de Kemmel. Quelque part sous une maison anodine à Kemmel, en Belgique, repose une relique de la guerre froide. Vous ne le devineriez jamais depuis la surface, mais sous ce coin tranquille se trouve l'une des installations militaires les plus secrètes d'Europe occidentale, un bunker de commandement souterrain qui était autrefois prêt à diriger les défenses si la guerre froide devenait chaude. Construit entre 1952 et 1956, cette forteresse cachée était comme le cerveau du système de défense aérienne de l'Europe occidentale. Conçue pour passer à l'action si les soviétiques faisaient un mouvement. Les habitants murmuraient sur quelque chose d'étrange dans la région. Des camions militaires égarés, des patrouilles de sécurité aléatoires, mais le véritable but du site était enfoui sous des décennies de classification. Et enfoui est le bon mot. Cette bête repose à 15 mètres sous terre, entourée de murs de 2 mètres d'épaisseur et enveloppée dans une cage de Faraday en cuivre pour bloquer les ondes électromagnétiques. En gros, c'était la version militaire d'un chapeau en aluminium, mais, vous savez, de la taille d'un entrepôt. Le bunker mesurait environ 30 sur 30 mètres, assez grand pour abriter un centre de commandement pleinement fonctionnel. À l'origine, il était censé travailler main dans la main avec des stations radars dans des endroits comme Santubart et Glon, aidant à coordonner la défense de l'Europe. Mais les plans ont changé quand l'OTAN a centralisé ses opérations aériennes ailleurs et le bunker de Kemmel a reçu une mission légèrement différente. Devenir le poste de commandement secret de guerre de la Belgique. Dans les années 1960, le bunker a eu une seconde vie. Jusqu'à 600 personnes travaillaient par rotation, s'entraînant pour des scénarios de fin du monde nucléaire. C'était comme un travail de bureau post-apocalyptique sans pause café. Au cœur de tout cela, une salle des opérations sur 2 niveaux, équipée de cartes du sol au plafond et bordée de bureaux pour les stratèges militaires qui planifiaient chaque scénario terrifiant que la guerre froide pouvait leur réserver.
L'alimentation était couverte. Le bunker avait des générateurs diesel pour l'électricité de secours, des lignes téléphoniques souterraines et assez d'infrastructures pour continuer à fonctionner si le monde extérieur s'éteignait. Si ce bunker était un décor de film, ce serait un croisement entre Dr Folamour et Mission Impossible, sans Tom Cruise suspendu au plafond. Même après que la guerre froide s'est calmée, l'endroit est resté secret. Ce n'est qu'en 2010 que le bunker a été restauré et ouvert comme musée. Maintenant, les visiteurs curieux peuvent descendre dans ses profondeurs et explorer les salles de commandement préservées, l'équipement poussiéreux de l'ère de la guerre froide et les cartes hantées figées dans le temps. Mais même avec le site maintenant ouvert au public, il y a toujours une aura de mystère autour. Les gens se demandent si quelque chose comme ça a été caché pendant des décennies sous un village belge tranquille. Qu'est-ce qui pourrait encore être enfoui sous nos pieds? Et juste pour info, on n'a pas fini. Si vous pensez que ce bunker est fou, attendez la suite de l'épisode, car on replonge sous terre pour un site de la Seconde Guerre mondiale, longtemps perdu. Bunker perdu de la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé comme une fouille de routine jusqu'à ce qu'un morceau de crâne sorte de la terre et tout a changé. Profondément dans les forêts tranquilles de Pologne, où la nature a lentement repris la terre, une équipe d'archéologues est tombée sur quelque chose de glaçant et totalement inattendu. En explorant les ruines de la tanière du loup, l'ancien QG fortement gardé d'Adolf Hitler sur le front de l'Est, les chercheurs ont découvert un secret qui les a arrêtés net. Juste sous ce qui était autrefois le bunker privé du leader nazi Hermann Göring, ils ont trouvé 5 squelettes. Et voici la partie effrayante. Aucun d'eux n'avait de mains ni de pieds. Les os appartenaient à 3 adultes, un adolescent et même un nouveau-né. Tous alignés dans la même direction. Pas de vêtements, pas d'objets personnels, comme un mystère de meurtre réel enfoui juste sous la surface. L'équipe ne cherchait même pas des corps. Ils essayaient juste de trouver un vieux plancher, comme arracher le tapis de votre grand-mère et trouver une scène de crime en dessous. Mais à 10 cm de profondeur, boum, un morceau de crâne. Et en continuant à creuser, plus de fragments, du bois brûlé, une clé en métal, puis des squelettes entiers. Soudain, la tanière du loup n'était plus juste un morceau d'histoire en ruine. Elle cachait un cauchemar enfoui depuis des décennies. Maintenant, la grande question, que s'est-il passé ici ? Certains experts disent que l'absence de mains et de pieds pourrait venir de la décomposition des corps avec le temps. D'autres pensent que ça semble bien plus intentionnel. Quoi qu'il en soit, quelque chose de sérieusement sombre s'est passé. Les enquêteurs réalisent maintenant des tests médico-légaux pour déterminer si ces personnes ont été victimes pendant la guerre ou si quelqu'un a utilisé le bunker abandonné pour quelque chose d'encore plus sinistre plus tard. Et honnêtement, si l'endroit a caché des corps aussi longtemps, qui sait ce qui pourrait encore être là-dessous? Cette bombe a d'abord été révélée grâce à Jesse Waters sur Fox, et depuis, les gens en parlent. Parce que juste quand on pensait tout savoir sur la tanière du loup, elle nous balance ça. Le bunker Benova. Imaginez un monstre de béton si grand qu'il pourrait passer pour une cachette secrète de méchants dans un film d'espionnage. Le bunker Benosova, construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944, était destiné à être un abri quasi indestructible pour stocker et lancer des bombes volantes V1. Les nazis lui ont même donné un nom de code secret, Wassersaint. Paul, parce que repère du mal, était probablement déjà pris. Ce n'était pas juste un hangar renforcé dans les bois. C'était un projet massif mesurant environ 25 mètres de long, 36 mètres de large et 10 mètres de haut. Et il était rempli de 55 000 mètres cubes de béton armé. C'est à peu près assez de béton pour construire un bunker ou un parc à dinosaures. Qu'est-ce qui rendait cette structure encore plus spectaculaire? Les ingénieurs ont imaginé une technique folle appelée Verbunkerung. Ils ont construit le toit en premier, puis ont creusé l'intérieur en dessous. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à travailler même pendant que les bombes alliées pleuvaient du ciel comme des grêlons de métal en colère. Le plan était d'en faire une rampe de lancement surpuissante avec assez d'espace pour stocker jusqu'à 150 missiles Fi-1, peut-être en les lançant à l'aide de 2 rampes parallèles. Mais toute cette ambition a heurté un obstacle majeur appelé la Royal Air Force. À la mi-1944, les Alliés ont largué des bombes Tallboy, en gros des gratte-ciel avec des ailes, marquant des coups directs qui ont fissuré le toit soi-disant incassable et transformé les environs en un paysage lunaire de cratères. Au total, le site a été touché par 27 raids de bombardements alliés. Après la guerre, le bunker a été abandonné, mais il est toujours debout aujourd'hui,
blessé, usé et silencieusement menaçant sur un terrain privé. Vous pouvez encore le voir depuis la route, un squelette de béton hanté d'une ambition de guerre qui n'a jamais vraiment décollé. Vous ne le devineriez jamais maintenant, mais quelque part sous un parking ordinaire à Hambourg repose le squelette englouti d'une ancienne forteresse navale nazie. Rencontrez le bunker Elba de U-Boot, une bête de béton construite en 1940 sur les rives de la rivière Elbe. C'était le garage VIP pour les précieux sous-marins allemands, les U-Boot. Pensez-y comme à un spa de haute sécurité pour sous-marins, sans lot de concombres et avec beaucoup plus d'acier et de torpilles. Niché dans les chantiers navals de Howaldtswerke, le bunker comptait 2 énormes hangars, chacun de la longueur d'un terrain de football, 112 mètres de long et 22 mètres de large. C'était assez grand pour garer plusieurs sous-marins côte à côte, les nettoyer, les réapprovisionner et les préparer à causer de sérieux problèmes dans l'Atlantique. Malgré les bombardements alliés répétés, cet endroit était construit comme un tank de béton. Même après des raids aériens répétés, il a tenu bon, offrant un abri aux sous-marins de type 21, les voitures de sport élégantes de leur flotte sous-marine. Mais le 2 mai 1945, l'écriture était sur le mur du bunker. Avec l'Allemagne en train de perdre la guerre et les forces alliées se rapprochant, les équipages restants savaient ce qui allait arriver. Ils ont piégé les sous-marins avec des explosifs, les transformant en tombes sous-marines pour qu'ils ne soient pas capturés. Peu après, les forces britanniques ont terminé le travail, faisant s'effondrer le toit avec des démolitions contrôlées et scellant les sous-marins sous une montagne de débris. À la fin des années 1940, quelques courageux ont essayé de récupérer les sous-marins piégés, mais le site était trop instable. Puis, en 1985, quelqu'un l'a redécouvert. Pendant un bref moment, le monde s'est souvenu de ce qui était enfoui là-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.